Alors, déjà, quand on parle de bonne pratique, il faut essayer de s'accorder sur ce que peut signifier le terme, je mets bien des guillemets, bonne pratique. Alors, ce qui est communément partagé, c'est que, en fait, une bonne pratique, c'est déjà une pratique juste, dans le sens où elle n'augmente pas les écarts entre les élèves. C'est-à-dire que quand on veut faire évoluer sa pratique vers une pratique qu'on va qualifier un peu de meilleure pratique, et le but c'est de faire mieux, ou au moins aussi bien. Voilà, pour les élèves. Ensuite, une bonne pratique, c'est vraiment, ça c'est très important pour moi, notamment dans le cadre de ma recherche, c'est une pratique qui est partageable. C'est-à-dire une pratique qui n'est pas réservée à des professeurs d'école très expérimentés, qui seraient des experts ou des experts dans un domaine. C'est une pratique dont tout le monde doit pouvoir s'emparer avec ses connaissances, avec différents degrés d'expérience, même si parfois ce sera plus facile pour certains ou pour certaines. Effectivement, donc ça redonne de la place au travail collectif des enseignants. Et une bonne pratique, c'est aussi une pratique qui s'appuie sur les résultats de la recherche pour avancer. Mais ce n'est pas suffisant de décréter qu'une pratique est une bonne pratique. Encore, en fait, une pratique ou une bonne pratique, encore faut-il la mettre en œuvre de façon appropriée en classe, de façon à ce qu'elle puisse fournir des effets plus ou moins bénéfiques. Et ces bonnes pratiques vont vraiment être dépendantes du contexte spécifique de chaque classe. Donc la question qui se pose en fait à travers cette question des bonnes pratiques plus ou moins décrétées, c'est plutôt celle de comment faire évoluer sa pratique professionnelle pour, en tant que PE, avoir un sentiment de réussite professionnelle plus fort, c'est-à-dire voir progresser les élèves dans leur apprentissage, avoir une satisfaction professionnelle importante. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'engagement de chacun des professeurs d'école. Le problème, c'est que dans les ressources institutionnelles, il y a des préconisations plus ou moins contraignantes de soi-disant bonnes pratiques ou bonnes situations à mettre en œuvre. Et il n'est pas si facile que ça, en fait, d'imposer de telles pratiques. Il faut à chaque fois, dans des cas comme ça, pouvoir être capable d'adapter ce qui est proposé, ce qui est préconisé de façon plus ou moins contraignante par l'institution, à son contexte de classe. Et donc la question qui se pose, c'est plutôt comment s'approprier les ressources et surtout comment les articuler avec les ressources personnelles qu'on utilise déjà dans sa classe, tout en gardant quelque chose qui est très important pour l'apprentissage des élèves, c'est-à-dire une cohérence au niveau du contenu, que ce soit en notionnel ou en didactique, au niveau de la progression. Voilà, et le problème, c'est que, en fait, enfin ce n'est pas un problème, mais ce qui est la complexité en fait de ce travail sur le développement professionnel des enseignants, c'est que de nombreux travaux de recherche sur le travail documentaire des enseignants ont montré que cette part quasiment invisible du travail des enseignants qui est le travail sur les ressources, demande un investissement en temps très important pour que celui-ci puisse produire quelque chose de cohérent. Il demande un temps long, il demande aussi qu'on fournisse aux professeurs des ressources fiables, qui ne soient pas uniquement des activités isolées comme on peut en voir dans les ressources institutionnelles, mais des ressources vraiment complètes. Et surtout, elles nécessitent un accompagnement, que ce soit au sein d'un collectif de professeurs d'école dans une circonscription ou dans des écoles, mais aussi un accompagnement à l'analyse des ressources, que ce soit en formation initiale et en formation continue.